Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je prends la parole aujourd'hui d'abord à mon nom propre, en cette veille de déconfinement, de début de déconfinement, à mon nom propre en tant qu'ancien syndicaliste policier qui a eu l'honneur d'être secrétaire général du syndicat général de la police, le SGP, et de la Fédération autonome des syndicats de police, la FASP. Mais je prends aussi la parole au nom de nombreux collègues avec lesquels je suis en contact, en activité, notamment avec des collègues qui font partie, comme moi, du collectif que nous avons créé ensemble en 2017, collectif qui se nomme Police, République et Citoyenneté. Cette prise de position, aujourd'hui, est hélas indispensable, car il en va du caractère républicain de la police nationale. Sans elle, sans police républicaine, il n'y a plus de démocratie. Je vous ai rencontré la semaine dernière parce qu'un de mes amis m'a envoyé un lien Facebook où vous lisiez une sorte, enfin je l'ai interprété comme ça, une lettre ouverte qui s'adressait à la fois à la Macronie et à vos collègues policiers, en leur disant en substance, vous n'êtes pas des mercenaires, vous êtes des policiers républicains, vous existez parce qu'il y a une longue histoire derrière vous. Et moi, avec ma liberté de parole, le moi étant un ancien, on va dire, haut responsable de syndicats policiers, puisque vous étiez jusqu'aux années 2000 secrétaire général du syndicat général de la police, qui était le plus gros syndicat. Vous avez continué ensuite, vous avez quitté ce syndicat pour continuer à travailler comme policier, et vous avez démissionné il y a peu de temps, puisque vous avez, je crois, 62 ans, donc il y a quoi, il y a 2 ans, vous avez quitté le métier. Non, j'ai pris ma retraite anticipée en 2014, En après mon 2014, passage au il y a Mali. 6 ans. Ça fait 6 ans que vous goûtez aux joies de la retraite, quoi. Oui, Mais c'est visiblement une retraite très active puisque vous êtes toujours très impliqué, vous avez beaucoup de relations dans la police, vous avez beaucoup d'amis syndicalistes et surtout, moi, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire j'ai envie de faire cette émission avec vous et cette conversation, c'est que vous avez une parole qui, à mon sens, est pleine de bon sens, mais qui détonne complètement dans le paysage, quoi. Et en même temps, il y a quelque chose à vous écouter. Après, je vous donnerai la parole. Je suis peut-être un peu long dans mon introduction, mais moi, je suis un citoyen, avant d'être un journaliste, très inquiet quand je vois on est passé du Bataclan à Camilla Jordana là, et on est passé d'une sorte de policier applaudi à une détestation de la police qui prend des proportions absolument dingues. Et on a le sentiment que plus rien ne pourra arrêter cet incendie qu'il y a dans la maison Poulaga, entre guillemets, quoi. Et donc, vous dites, vous avez un message à porter là-dessus. Donc, je voudrais qu'on discute assez largement et très librement sur, sur comment vous voyez cette police, quelles sont les solutions, et puis je vous interrogerai quand je ne comprendrai pas, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la police, mais c'est-à-dire j'ai retenu des noms de syndicats, des choses comme ça, mais je connais assez mal cette matière-là. Donc voilà, excusez-moi d'être un peu long, mais je voudrais qu'on commence d'ailleurs sur l'actu. Comment vous avez vécu cette petite actu qui est donc une chanteuse qui, à mon avis, elle a eu raison de dire ce qu'elle a dit dans le contexte où c'était dit. Elle avait une parole assez libre, mais tout de suite, ça a été un tollé, ça a été, vos collègues policiers ont hurlé contre elle, etc. Mais il me semble que cet échange-là, en fait, est emblématique de tout ce qu'on vit, de tout ce qui se passe depuis quelque temps. Je veux bien que vous contestiez les ordres d'un gouvernement qui demande de taper les manifestants, ça oui. Mais les Moi, je flics ne parle qui pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ces flics-là, ils sont quand même là fondamentalement aussi pour nous protéger, assurer notre sécurité. Et je ne voudrais pas qu'on l'oublie. Ils sont censés, mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic. Et j'en fais partie. écoutez, déjà, il y a un problème que vous avez soulevé. D'abord, moi, je suis enchanté aussi de cet entretien.
parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous. Alors, Christophe m'a dit, tu vas faire l'entretien avec Denis Robert. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir la carapace assez solide? Bon, ça va. Redoutable, un flic questionné par Denis Robert, ça ne va pas être de la tarte. Mais, et pourtant, j'en ai fait quelques médias à l'époque. Non, pour revenir au débat qui nous intéresse, il y a un réel problème que vous avez soulevé. C'est-à-dire qu'en 2015, au moment des attentats, de la vague d'attentats, la police était très, très populaire. Bon, on se souvient de cette foule en liesse, même en train d'embrasser les policiers. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose de remarquable. Depuis, avec les événements sociaux qui se sont produits, les deux principaux, c'est-à-dire les Gilets jaunes d'abord, et ensuite donc les manifestations contre la réforme des retraites, il y a eu des incidents graves. Il y a eu des mâchoires esquintées, il y a eu des éborgnés, il y a eu des, il faut bien le dire, des violences terribles. Et aujourd'hui, avec en plus les nouvelles technologies, notamment le numérique, bon, il y a des films qui pleuvent sur les réseaux sociaux souvent et qui mettent en cause, bien évidemment, les policiers. Comme les policiers, d'ailleurs, font parfois tourner aussi des films ou des vidéos qui mettent en cause certains malfrats ou voyous, etc. Moi, je crois que la problématique, c'est la suivante. Vous savez, quand j'étais secrétaire général du SGP, j'ai appris une chose. On n'était pas au syndicat général de la police pour rien. Notre boulot, c'était d'abord de défendre une certaine image de la police. L'image de la police républicaine. Et ça ne consistait pas, le travail de syndicaliste, à s'occuper uniquement des gamelles et des bidons, à faire du corporatisme, à dire à droite et à gauche que l'on couvrait systématiquement quelques actes illégitimes, illégitimes ou contraires à la déontologie. Non, on défendait l'image de la police et de l'institution. Ça a toujours été le cas. Depuis la création de notre organisation, passé tout au peigne FM, mais depuis la résistance, je rappelle quand même que notre syndicat a été dissous, que nos militants à l'époque, bon nombre d'entre eux ont été torturés, déportés par la Gestapo. Depuis, il y a eu, souvenez-vous par exemple, cet épisode tragique de Charonne, cette manifestation matée par Papon. 19h35, soudain, un cri dans la foule. Il charge. Les hommes des brigades spéciales, les compagnies de district de l'époque, chargent matraque à la main. C'est la panique. Les manifestants se réfugient dans les entrées d'immeubles, dans les cafés, d'autres dans la bouche du métro Charonne. Des hommes, des femmes basculent dans cette bouche de métro sous la pression de la police. Les matraquages se poursuivront dans les couloirs avec une rare sauvagerie. Le bilan sera lourd. 9 morts, la plupart sont des militants communistes, 50 blessés graves et 250 blessés légers. Aujourd'hui encore, la thèse de la police est celle de la provocation par un commando OAS ayant revêtu des uniformes de la police. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, qu'on a créé les compagnies de district. Eh bien, c'est le secrétaire général du SGP, Jean Chonac, qui, dans une tribune dans l'Humanité à l'époque, a pris le contre-pied de cette vision de la police qui avait été utilisée par le préfet Papon. Peu de temps après, il y a eu Gérard Monat avec le préfet Grimaud, au moment des événements de 68. Et là encore, eh bien, il y a eu cette lettre ouverte du préfet Grimaud qui en appelait à une désescalade de la violence, soutenue et relayée par notre secrétaire général de l'époque, Gérard Monat. Si je puis me permettre, Jean-Louis, on a l'impression que cette époque est révolue et que c'était presque une sorte de préhistoire. Si vous voulez, ça m'intéresse beaucoup, mais je ne voudrais pas que ça soit une suite de monologues, c'est-à-dire que je me permets de vous interrompre là, parce que je voudrais qu'on revienne, parce que je voudrais effectivement comprendre l'histoire des syndicats de police et qu'on revienne là-dessus, mais avant,
pour qu'on comprenne qui vous êtes et ce que vous faites, je voudrais expliquer pourquoi vous avez enregistré cette lettre ouverte dont on va passer des extraits. Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce qu'on sent chez vous c'est pas anodin cet acte de se mettre derrière un micro et de dire ce que vous dites. La police républicaine et ses gardiens de la paix doivent agir dans le cadre d'une démocratie renouvelée, conformément à la volonté générale du peuple souverain. Si l'emploi de la force publique, dès lors qu'elle est instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée, eh bien, si l'emploi de la force publique dans ces conditions est bien sûr légal, il doit être aussi légitime. Les policiers républicains ne sont pas des mercenaires. Ils n'acceptent pas et ne doivent pas accepter de percevoir une aumône pour accomplir des actes contraires à la déontologie qui leur est impartie. Ils n'ont à être ni les boucs émissaires, ni les pompiers du mal-être social, qu'ils subissent également, eux, à titre privé. Pourquoi vous l'avez fait et quel est le message que vous voulez faire passer? Alors, je l'ai fait pour la raison que j'évoquais, c'est-à-dire je l'ai fait dans la pure tradition de ce qu'est pour moi le syndicalisme policier républicain, et je l'ai fait parce qu'il faut bien le reconnaître, depuis maintenant des années, il y a un vide dans la matière. Bon, il y a eu une dérépublicanisation des organisations syndicales, comme il y a un déficit de république partout d'ailleurs. Et aujourd'hui, pour avoir été consultant d'un syndicat de police encore il y a 2 ans, je peux vous assurer qu'il y a des jeunes militants républicains, mais le problème, c'est qu'il n'y a absolument aucune formation politique au sens noble, si vous voulez, de ces militants. Bon. Là, depuis quelque temps, je n'ai eu de cesse que d'avoir beaucoup de copains flics au téléphone, engagés syndicalement parlant, étant plusieurs syndicats, et je leur ai dit, mais bon sang, bonsoir, il faudrait quand même que vous preniez des positions, certes courageuses, mais il faut les prendre, parce que il faut défendre cette image de la police républicaine. Moi, j'ai pas envie demain, Denis, qu'un flic, il rase les trottoirs parce qu'il est flic. Moi, j'ai pas envie qu'un flic, ses enfants à l'école demain aient honte de dire mon papa ou ma maman, ils sont policiers. Moi, j'ai envie qu'ils soient fiers d'être flics. Et pour qu'il soit fier d'être flic, eh bien, il faut qu'il soit et qu'il évolue dans un métier qui est un noble métier, mais de façon respectable. Il faut être respectable avant d'être respecté. Alors, ce fossé entre la population et la police, ce fossé entre la jeunesse et la police, eh bien, c'est ce fossé-là qu'il faut impérativement combler. Et peut-être de façon un peu présomptueuse, mais je me suis dit, il faut absolument que je prenne cette position, que je la relaie du mieux que je le pourrais, et qu'elle permette peut-être un peu de secouer le bocal et de réveiller les consciences. Et donc, c'est comme ça que je l'ai aussi entendu. Et vous me dites si je surinterprète, mais il me semble que dans votre message qui dure une quinzaine de minutes, il y a parmi les nombreuses inquiétudes que vous avez ou vous laissez passer, il y en a 2. Il y en a une qui serait que vous craignez une sorte de privatisation du corps policier. Vous parlez de mercenaires au service d'un pouvoir aux abois. Enfin, je ne sais pas si c'est les termes que vous utilisez, mais ça ressemble à ça. Et effectivement, vous appuyez sur les exemples des Gilets jaunes, etc. Et vous craignez aussi une lepénisation, on ne parle plus de Le Pen, mais une fascisation, peut-être le mot est fort, mais quand on voit un certain nombre de prises de parole, y compris de syndicalistes policiers, on peut partager votre inquiétude. Donc vous prenez la parole parce que vous sentez ces 2 dangers-là. Tout à fait, Denis. C'est ce que vous avez très justement dit. Vous savez, moi, à l'époque, excusez-moi de parler de ce que j'ai vécu, mais c'est révélateur. On n'arrivait pas secrétaire général du syndicat comme ça. Moi, quand j'ai commencé mes armes de flic à Paris, c'était place des Petits Pères, sur le 2e arrondissement, qui n'avait de Petit Père d'ailleurs que le nom. Et je suis tombé j'étais tout juste adhérent au syndicat, au SGP, de par son histoire, etc. Et lorsque je suis arrivé là-dedans, quelques jours après, etc., je vois les policiers à l'appel qui font le signe nazi. Donc, je dis, attends, qu'est-ce qui se passe là où je suis tombé? On est en quelle année, là? On est quand je suis en 1985-1986. Voilà. Je venais 1985, entre 85 et 87, à
C'est à l'époque où ça manifestait sous les fenêtres de Badinter. Il y avait cette période-là, mais bon, c'était l'époque où il y avait un syndicat qui faisait beaucoup parler de lui et qui existe encore aujourd'hui, à mon grand détriment, qui s'appelle la FPIP, qui était un syndicat donc classé à l'extrême droite, et qui avait des représentants. Et il s'avère que, comme par hasard, ça c'est toujours, il faut que ça tombe sur moi, je suis tombé dans le fief de la FPIP. Bon. Et donc, quand j'ai vu ça, bien évidemment, j'ai été heurté. J'étais venu, en principe, j'étais venu aux deux pour constituer et faire partie d'une brigade anticriminalité civile, à la demande d'un officier. Parce que j'étais avant en compagnie d'intervention. J'ai fait un peu tous les services à la PP. Et lorsque je suis arrivé là, que j'ai vu ça, je suis allé voir l'officier et je lui ai dit, mais attendez, c'est quoi ça? Écoutez, monsieur Rajol, on est arrivé, je vous ai fait venir pour constituer une BAC, pas de vague, pas d'histoire. Vous voulez ou quoi? Mecs, ils font des signes nazis à l'appel et il faut rien dire. C'est-à-dire que les mecs, on est en 85, oui, c'est des policiers, c'est des gardiens de la paix, c'est quoi? C'est des CRS? Des gardiens non, ce sont des gardiens de la paix dans une brigade complètement phagocytée par ce syndicat, si vous voulez, sur le 2e arrondissement à Paris, donc un commissariat de voie publique. Et votre chef vous dit pas de vague quand vous allez le voir pour dénoncer? Le commissaire me convoque. Il m'appelait Jaurès à l'époque, le commissaire, pour rendre compte. Bon, il me convoque et il me dit pareil, donc vous venez d'arriver, pas de vague. Et après, bien entendu, ça a été, vous savez, si vous commencez comme ça, vous ne pourrez jamais faire partie de la BAC, hein, vous ne pourrez jamais travailler à la BAC. Mais j'ai dit, écoutez, c'est pas grave, je n'irai pas à la BAC. Par contre, si ça se reproduit, je fais un rapport. Et ça s'est reproduit. Je crois même que les collègues à l'époque l'ont fait volontairement, donc j'ai fait un rapport et j'ai envoyé tout ce beau monde à l'IGS. À l'époque, il y avait l'IGS encore sur la BP, on appelait vulgairement le bœuf carotte. Voilà. Et je peux vous dire que j'ai vécu quand même quelques semaines très difficiles. Et je me mets à votre place. On m'appelait la mouche, quand j'avais des coups de fil, on me jetait le téléphone, les collègues les plus gentils n'osaient pas me parler dans les vestiaires de peur de se faire mal voir par les autres, etc., etc. Quarantaine, bon, je crois que d'ailleurs, vous voyez, les cheveux que j'ai perdus, j'en ai perdu un paquet à cette époque-là. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, il y a un syndicat qui m'a aidé, et en particulier le responsable de Paris de l'époque, c'était Richard Jarbaudy, et le grand patron du syndicat, c'était Bernard Delplace, qui m'ont appelé avec le délégué de service du LGP, et le délégué de service du LGP, je me rappellerai toujours, dit à Bernard, oui, tu comprends, c'est emmerdant, il vient, il fout la merde en parlant de moi, quoi. Parce que, bon, évidemment, je bouscule un peu le truc. Et de le place, il dit, écoute, petit. Voilà, comme ça, il dit au délégué de service, petit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus délégué de service. À Rajol, tu prends le mandat de délégué de service. Ah oui, quand même. Et on va se battre avec toi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé délégué de service sur le 2e arrondissement. Et donc, pour prendre des raccourcis, les collègues concernés, les meneurs, ont été traduits en conseil de discipline. Donc, ça a été les premiers à être d'ailleurs sanctionnés par le code de déontologie de la police nationale, qui avait été affiché à la demande de Jox dans tous les commissariats. Et ces deux pèlerins, eh bien, on les a retrouvés un an après, impliqués dans les attentats de Globe, des foyers sur la Cotra, sur la Côte d'Azur. Voilà. Donc, vous voyez, le combat, il y en a qui sautent comme des cabris en disant « je suis républicain contre les fachos, etc. » Je peux vous assurer que dans la police, ces combats sont menés aussi. Mais ils ne sont pas faciles à mener. Alors justement, ça revient à ce que vous racontiez tout à l'heure. La police et les syndicats de police ont une histoire. Mais aujourd'hui, le citoyen qui regarde sa télévision, les syndicats de police, c'est essentiellement, enfin, ce qu'on voit, c'est essentiellement Alliance. Enfin, je repère, si je me trompe, vous me dites ça. Et vous, le syndicat que vous représentiez, le syndicat général de la police, était le plus important syndicat. Il représentait quel pourcentage quand vous y étiez en termes de... Écoutez, à l'origine, oui, mon syndicat, non, je me rappelle très bien. Mon syndicat, à l'origine, était basé uniquement sur le SGAT de Paris, c'est-à-dire à Paris, les 3 départements de la Petite Couronne. Et nous nous sommes étendus en province. 6 mois avant les élections professionnelles, c'était mes dernières élections, nous avons réalisé 54% sur le SGAT de Paris. C'est le score qui n'a jamais été égalé. Et nous avions obtenu 20% et quelques sur la province.
Voilà. Donc vous étiez le syndicat le plus important, et un syndicat de police, ça a l'air de rien, mais ça joue un rôle très important en coulisses, puisque ça imprime les lois, ça donne ça a une influence très importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on n'est pas un initié et quand on n'est pas un journaliste spécialisé dans les problèmes de police, quand on n'est pas David Dufresne, on a du mal à comprendre on a un sentiment d'éclatement, et on a le sentiment qui est quand même assez ancré que les types qui viennent parler à la télé sont la plupart allez, je vais me lâcher, la plupart des fachos, quoi, qui essaient de justifier chaque fois les bavures, qui essaient de justifier le rôle de la police, donc, pour lutter contre les gilets jaunes, et ça participe grandement de cette détestation montante. Et c'est pour ça que des policiers, les seuls que j'ai entendus, mais je suis pas tout le temps derrière ma télé, c'est Vigie, quoi, qui a l'air d'avoir une parole un peu dissonante, mais c'est tout petit. Je pense à Alexandre Lacroix ou à Anouar. Oui, voilà. Qui est venu chez nous parler. Et on a l'impression que tout ce qui existait avant, ce que vous représentiez avec de la place, etc., ça s'est fondu, ça a disparu, et que vous avez laissé le terrain à tous ces fachos, quoi, à tous ces flics qui, vous voyez bien les sondages je m'excuse de les appeler comme ça, mais à un moment donné, je veux dire, quand je les vois à la télé, quand je vois le type, là j'ai oublié son nom, qui nous explique que le gilet jaune qui a perdu sa main, c'est bien fait pour sa gueule, c'est insupportable. Ça rend dingue, quoi. Ou quand il y a des bavures évidentes, quand il y a des gamins comme Canisso qui meurent dans l'eau, qu'on essaie de justifier encore tout ça, ça crée un climat de haine. Et donc c'est pour ça que je vous ai dit que ça fait du bien d'entendre quelqu'un comme vous. Mais en même temps, après vous avoir fait ce compliment, j'aimerais comprendre pourquoi on en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé, y compris au niveau syndical? Moi, je crois que, vous savez, les choses sont simples. Après mon départ, donc dans les années 2000, comme vous l'avez souligné, le syndicalisme policier a implosé. Des militants qui étaient dans mon équipe se sont retrouvés un peu répartis dans toutes les autres organisations. Il y a eu ensuite d'autres secousses, etc., qui ont été opérés. Donc, le syndicalisme policier vit maintenant, depuis quelques années, une période de transition. Donc, et ce discours auquel nous faisions allusion tout à l'heure, qui permettait de mettre en avant et en valeur l'image de la police, eh bien, c'est vrai qu'il n'est pas suffisamment évoqué. Par contre, si je peux me permettre, Denis, je regarde aussi évidemment la télé et je regarde les interventions qui parfois me hérissent aussi, des syndicalistes policiers, mais il ne faut pas généraliser. Il y a aussi ces policiers qui prennent la parole, mais qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, policiers ou policières, ne sont pas suffisamment formés. Bon. Et moi, je leur dis souvent, sortez de votre véhicule de patrouille. Ne pensez pas qu'en donnant des circonstances atténuantes toujours à des actes qui sont tout à fait répréhensibles, vous rendez service au métier et à l'institution. Petit à petit, si vous voulez, moi et d'autres, parce que je ne suis pas tout seul. Il y a Richard Gerbaudy, mon prédécesseur aussi, qui est rentré dans le bain, entre guillemets. Il y a d'autres organisations syndicales aussi, vous avez vu, la FSU. Bon, là, vous parlez de Vigie, qui doit aussi m'envoyer d'ailleurs une tribune pour que je puisse la mettre aussi dans Police, République et Citoyenneté. Bon, bref, vous avez quand même des policiers qui sont là et qui ne demandent que ça, mais qui ne sont pas malheureusement formés pour pouvoir tenir ce genre de discours, et qui ont peur aussi, et qui ont peur à tort de la réaction de la base, parce que je peux vous dire que suite à cette tribune, moi je m'attendais à des réactions même parfois plus violentes. Bon, j'ai eu quelques scuds, mais j'en ai vu d'autres. Bon, et si vous voulez, finalement, ça n'a pas été mauvais. Je viens d'avoir encore un collègue de Paris là, tout à l'heure au téléphone, qui me disait que les remontées étaient très bonnes. Et pourquoi, Denis? Parce que vous avez toute une majorité silencieuse de flics qui comptent les points, qui regardent, qui vont toujours du côté du plus fort, comme dans toute communauté d'hommes. Et cette majorité silencieuse, eh bien, quand vous lui redonnez un peu la fierté du métier qu'elle exerce, eh bien, ils ne sont pas défavorables. Nous, on a des garçons chez nous, il y en a beaucoup, qui sont contre, bien évidemment. Quand vous dites chez vous, excusez-moi, Jean-Louis, quand vous dites dans la police. Ah oui, dans la police, vous ne parlez pas spécifiquement d'un syndicat, parce que non, pas du tout. Non, si
Donc les gendarmes ne sont malheureusement pas syndiqués, mais si on prend simplement la police, il y a les commissaires, il y a qui ont un syndicat, mais au niveau, on va appeler la base, de la base, est-ce qu'on peut donner une sorte de géographie du syndicalisme policier, de ce que ça représente, ou est-ce que c'est trop compliqué, même ça, à résumer ou à synthétiser? Non. Vous avez aujourd'hui 2 grands blocs syndicaux qui sont donc Unité SGP, qui est une fusion d'une partie de l'UNSA Police et donc du SGP. Bon, qui est majoritaire, de 1 point, mais qui est majoritaire, qui pèse, je crois, 34% des suffrages. Et vous avez un deuxième bloc qui était majoritaire avant, qui est aussi important, qui fait 33%, et qui est le syndicat Alliance. Voilà, ça, ce sont les 2 grands blocs syndicaux. Et puis derrière, vous avez des tas de petites organisations, vous avez des confédérations qui ne sont pas très bien représentées chez nous. Vous avez toujours l'extrême droite, d'ailleurs, il y a toujours ce même... C'est scandaleux parce que, vous savez, Denis, quand on se bat toute sa vie contre ces groupuscules, parce qu'en fait, il faut bien dire les choses, hein, ce sont des groupuscules. Comment aujourd'hui ce syndicat policier d'extrême droite, c'est toujours le même nom qu'à votre époque? Mais il faut demander au gouvernement et il faut demander aux républicains que j'appelle moi Canada Dry. Il faut leur demander pourquoi encore on autorise cette organisation. Vous pouvez rappeler le sigle? FPIP. Ouais, c'est toujours eux. Depuis, c'est les mêmes qui faisaient les saluts nazis. Ils sont toujours là. Et ils représentent quelle part de l'électorat policier? 2%, 1%? Le vote extrémiste dans la police nationale, je prends le vote extrémiste global. Bon. Il est de l'ordre de 5 à 6% aux élections professionnelles. Vous avez donc la FPIP, je ne sais plus quel score exact elle fait, et puis vous avez un nouveau syndicat qui s'est créé suite aux événements de Viry-Châtillon, dont vous avez entendu parler. Ouais. Il y a eu la création d'une association qui s'appelait Policiers en colère. De cette association sont sorties donc certaines personnes, et en particulier une personne et un collègue qui est un élu du Rassemblement national, et qui a créé donc son syndicat qui s'appelle France Police, et en ajoutant d'ailleurs à côté, pour essayer de faire des voix, Mouvement des policiers en colère, ce qui lui a valu quelques bisbis avec cette association. Eh bien, eux, c'est la première fois qu'ils se présentaient aux élections, il y a 2 ans, ils ont réalisé entre 4 et 5%, ce qui pour une première fois est quand même assez considérable. Donc, et quand il y a des élections syndicales comme ça, c'est quoi le taux d'abstention de policiers et le taux de votants? C'est une des fonctions publiques où l'on vote le plus. Et il y a pas parce que j'ai lu plusieurs papiers expliquant que les votes étaient quand même assez troubles. Est-ce qu'on est sûr de la véracité, qu'il n'y a pas de bourrage d'urne et de choses comme ça? Non, à ce niveau-là, non. À l'époque, il y avait le vote, vous savez, par correspondance. Alors là, bon, parfois, on pouvait éventuellement envisager peut-être quelques fraudes, entre guillemets, dans le sens où... Et Jean-Louis, sur les deux blocs, Alliance c'est quoi Alliance est très à droite quand même, ils sont limite Rassemblement National aussi, enfin en tout cas leurs représentants tiennent des propos assez durs, et les autres sont un peu plus centristes, on va dire, ou non, plus légalistes, je sais pas comment vous les définiriez? Je vais peut-être vous surprendre, mais moi je connais des militants qui sont à Alliance, qui sont des militants républicains. Bon, après, Alliance, leur fonds de commerce a toujours été le même. C'est le catégoriel, et c'est vrai qu'ils ont toujours été considérés comme étant un syndicat de droite. Et pour être encore plus précis, un syndicat qui prenait ses ordres rue de Vaugirard, chez les Républicains, aujourd'hui. Voilà. Bon, alors, d'ailleurs, j'ai un ami qui faisait partie de mon équipe qui s'appelle Yves, je le salue au passage, qui est un pote. Il était parti à Alliance, donc suite à l'implosion, et il avait osé demander à l'époque la démission à Alliance Sarkozy. Bon, il a été refoutu à disposition. Le lendemain, il se retrouvait à Pau, dans ces Pyrénées. Donc voilà. Après Unité SGP,
porte, si vous voulez, les germes de la Fédération autonome des syndicats de police et de mon syndicat, le syndicat général de la police. Sauf que comme aujourd'hui, il y a eu cette implosion du syndicalisme policier, comme aujourd'hui, c'est difficile pour les collègues de voir quelle est la différence qu'il y a entre l'un et l'autre. D'ailleurs, Denis, vous-même, vous dites, lorsque je les vois tous à la télé, j'ai du mal à faire le distinguo entre ceux qui sont républicains et ceux qui ne le sont pas. Eh bien, comme ils font dans ce que j'appelle moi l'épicerie fine en règle générale, eh bien, le collègue, il va frapper à la porte d'un syndicat pour être muté, pour avoir un avancement. Bon, et si jamais il n'a pas satisfaction, il va dans le syndicat d'en face. Et ça dure ça depuis des années. Alors vous avez Yves Lefebvre, qui est le secrétaire général actuellement d'unité SGP Police, qui a eu, il faut le dire, il a eu le mérite d'être confronté à une période de transition que j'évoquais tout à l'heure, et il essaie tant bien que mal de tenir un peu le flambeau du syndicat. Bon, mais ce qui fait défaut, encore une fois, à tous les niveaux, à tous les étages et dans toutes les organisations syndicales, et ce n'est pas encore une fois présomptueux de ma part que de dire ça, mais ce qui fait défaut, c'est ce combat pour l'image de la police républicaine. Lorsqu'il y a une faute qui est commise par un collègue, vous savez, il y a 800 000 interpellations, je crois, à peu près par an qui sont effectuées. Sur 800 000 interpellations qui sont effectuées par an par les flics, bon, combien représente et combien de bavures ou d'incidents on peut recenser. Bon, c'est minime, on n'arrive même pas à 1%, sauf que c'est 1% de trop. Le service public de sécurité et les policiers, c'est pas compliqué. Vous savez, il y a, je crois, aujourd'hui 30 révocations à peu près par mois en conseil de discipline à Paris, ce qui est quand même énorme. À notre époque, on n'hésitait pas nous-mêmes, parfois, à demander la révocation de certains collègues parce qu'on considérait qu'ils n'étaient pas dignes de porter l'uniforme et de représenter Mais ça, c'est une époque révolue. Il n'y a aucun policier, à ma connaissance, je ne demande pas à ce qu'on mette en prison des policiers, mais quand même, il y a eu des choses très très graves qui se sont passées. Je ne sais pas, la mort de Zineb Redouane, c'est une chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. C'est un peu le travail qu'on a fait aux médias qui a fait ressortir ça, la mort de Steve Canisso, Cédric Choubiat, le livreur. Il y a quand même trois morts qui sont directement liées à des interventions policières, et on a vraiment le sentiment que l'IGPN, c'est n'importe quoi, enfin qu'ils font tout pour... il se passe quelque chose sous Castaner là qui est d'une gravité extrême. Enfin, moi, je suis pas à l'intérieur du corps, mais ce que je sais, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on se parle tous les deux, c'est que moi aussi, j'ai des copains flics qui sont plutôt des financiers ou même je connais des gendarmes que dans mon coin, que j'aime bien, on discute ensemble et tout, mais ils sont scandalisés aussi. Et c'est vrai qu'ils se taisent, il y a une majorité silencieuse comme ça. Mais vous, quand vous voyez ça, quand vous voyez le sale bico... C'est pas nager, le bico comme ça, ça nage pas. C'est cool, on aurait dû accrocher un boulet au pied. Et après, on a l'impression qu'il y a une légitimation. Je trouve que le paroxysme, d'ailleurs, vous me direz si je me trompe, c'est à Mantes-la-Jolie, quand on a mis tous ces gamins avec la main derrière le dos, et que vous aviez sur les chaînes de télé des gens qui essayaient de justifier ça, quoi. Mais tout ça, c'est une accumulation de choses qui crée des tensions extrêmes. Pourquoi aucun syndicaliste policier, aucune voix forte ne s'élève pour dire « Attendez… » Et pourquoi l'IGPN est dans cet état de dépendance et de délabrement? Vous savez, l'IGPN, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que, de toute évidence, les fonctionnaires qui sont à l'IGPN, il faut bien leur boulot. Moi, j'en connais. Sauf qu'ils sont aux ordres du ministère de l'Intérieur. Donc, à partir de là, si vous voulez, on ne peut pas considérer que cette instance, elle est d'une objectivité criante. Bon. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que depuis des années, moi j'ai jamais vu ça à mon époque, mais des collègues qui, pour fait syndical, sont convoqués par l'IGPN et sont sanctionnés, il y en a beaucoup. Moi, à mon époque, je n'avais pas un seul délégué qui était sanctionné pour fait syndical. Ça c'est surtout sous Macron ou c'était déjà sous Sarkozy? Non, c'est pas sous Macron. Ça date de plusieurs années. Voilà, la date exacte, je ne vous le dirai pas, mais c'est ces 25 dernières années. Mais vous avez, excusez-moi, parce que vous avez le sentiment que même, vraiment,
je vous pose la question parce que je me la pose. J'ai eu l'impression que sous François Hollande, et quand Cazeneuve était ministre de l'Intérieur, même si il y a eu des choses, je pense à la mort de ce jeune homme dans la ZAD et des choses comme ça, mais que Cazeneuve avait l'air d'être un peu plus à l'écoute des policiers quand il était là, et en tout cas, il avait tenté de remettre un tout petit peu d'ordre, mais je me trompe peut-être, quoi. Après, avant Sarkozy, c'était franchement compliqué. Sous Hollande, disons qu'il a pu y avoir une petite accalmie, et que là, avec Castaner, on a replongé dans un délire, quoi. Enfin, c'est ma lecture naïve, peut-être, à l'extérieur de la situation, et j'essaie de faire le lien avec les politiques. Alors, vous savez, Denis, il y a la dérive ultra-répressive, fascisante que l'on combat et que l'on condamne tous les deux, sans équivoque, et qui doit toujours être combattue, y compris à l'intérieur de la maison. Là, c'est clair, net et précis. Mais il y a aussi une autre dérive dont on parle moins. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Parce que vous avez parlé de François Hollande. Je vais pas parler de François Hollande en tant que président. Je vais parler d'un épisode que vous avez connu. C'est l'épisode où il se rend sur le chevet de Théo, la fameuse affaire Théo. Vous savez, les collègues qui ont été accusés d'avoir sodomisé, etc. etc. Quand j'ai dit ça, forcément, les 3 cheveux qui me restent sur la tête, ils se sont un peu hérissés. Mais par contre, je peux vous dire, et c'est l'avantage que j'ai, parce que lorsque moi je prends une position de ce genre-là, elle est crédible à l'époque lorsqu'il y avait une faute qui était commise par un flic. Bon, j'étais pas là, dès lors qu'elle jetait le discrédit sur l'ensemble de la profession, pour la couvrir. Bon, bien au contraire. Moi, j'avais un de mes délégués à l'époque au service technique, je ne sais plus à quelle occasion, Chevènement était ministre de l'Intérieur. Et il avait sorti, sans que je le sache, un tract antisémite, un délégué de mon syndicat. J'ai appelé le ministre et je lui ai demandé moi-même sa révocation. Voilà, ces types-là n'ont rien à foutre chez nous. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur cette affaire Théo, moi j'ai rencontré les protagonistes, j'ai rencontré les collègues concernés, j'ai pris mes renseignements et je peux vous assurer que, en particulier un des collègues concernés, qui a été donc directement lui-même accusé de sodomiser le fameux Théo, mais aujourd'hui vous le savez, il est innocenté. Il y a aussi la présomption d'innocence. Cette présomption d'innocence, elle vaut pour les citoyens, pour tous les citoyens. Mais elle vaut aussi pour les policiers. Je suis d'accord avec vous, Jean-Louis. Mais la disproportion, elle est plutôt dans l'autre sens. Mais je voudrais sur cette image des policiers à Mantes-la-Jolie qui font s'agenouiller les enfants et qui mettent la main derrière la tête. Vous avez vu l'image. Quel a été votre sentiment en direct, vous, quand vous avez vu ça et quand vous avez vu les commentaires après des syndicalistes essayant de justifier ça? Ben, écoutez, encore une fois, c'est une position qui appartient au syndicat. Moi, je n'aurais pas eu la même. Quelles que soient les circonstances que l'on peut trouver à ce genre d'attitude, ce sont des images de guerre. Et nous sommes dans une société de paix. La police, ce n'est pas l'armée. On n'est pas en guerre. On le voit aussi pour le maintien de l'ordre. Nous ne sommes pas dans une situation de guerre, nous sommes dans une situation de paix. Et lorsque je vois des images comme celle-là, bien entendu, moi aussi, qu'elles me choquent. Pour autant, il faut aussi... je ne trouve pas d'excuses, encore une fois. Je ne suis pas là pour chercher des excuses. Mais on parlera peut-être du maintien de l'ordre au cours de notre entretien. Mais lorsque vous avez des collègues qui sont jeunes, qui ont peur, qui ne sont pas suffisamment formés, lorsqu'il y a un manque d'effectifs, lorsqu'il n'y a aucune formation civique et éthique, il faut quand même le préciser, au niveau aussi de l'institution. Bon, eh bien, on peut très vite arriver à des résultats comme celui-là, à des attitudes comme celle-là, qui, je le dis très franchement et volontiers, ne grandissent pas la police nationale. Voilà, donc ce sont des actes qui creusent toujours plus le fossé entre la police et la jeunesse. Mais de grâce, faisons quand même le distinguo, Denis, vous voyez, parce qu'il y a aussi quand même tous ceux qui insultent les flics tous les jours, ça existe aussi. Non, mais je ne fais pas je veux pas faire le procureur accusant. Je sais que je passe pour ça, mais si vous voulez, moi j'ai beaucoup soutenu. Non, mais par rapport aux Gilets jaunes,
je suis allé dans des manifs, j'ai vu le préfet Lallemand, son comportement, j'ai vu les NAS, j'ai vu les coups de matraque, Jérôme Rodriguez qui fait pornier. Enfin, je ne vais pas les énumérer là, mais ce qu'on a vécu est inimaginable. J'espère qu'un jour, un historien va reprendre point par point. Moi, j'ai demandé à ce que Castaner, à mes yeux, sa place est dans un tribunal pour avoir justifié tout ça. Et le préfet Lallemand, la manière dont il a nassé Place d'Italie, sa place un jour, elle est aussi à un tribunal. Ces gens-là ont des comptes à rendre pour les malheurs qu'ils ont fait, et que cet État continue à protéger cette police-là, mais c'est une honte pour la police. Et si j'étais policier, j'aurais honte, et j'en connais qui ont honte des policiers de ça. C'est pour ça que je suis un peu véhément sur cette question. Oui, non, mais c'est tout à fait légitime. Et là où vous avez tout à fait raison, encore une fois, c'est de dire que quand il y a ce genre d'incidents et de périodes historiques plutôt tristes pour la police nationale, eh bien, vous savez, ceux qui se retrouvent après, comme je le disais aussi dans ma tribune, à la barre des accusés, ils se retrouvent seuls. Si demain, avec toutes les plaintes qui ont été déposées à droite à gauche, y compris au niveau européen, ben vous avez les collègues qui se retrouvent à la barre des accusés. Je ne sais pas où sera M. Castaner, je ne sais pas où sera M. Lallemand. Moi, quand je dis aux collègues qui passent à la télé aussi sur des incidents comme ça, je leur dis, mais pourquoi vous passez à la télé? Quand les journalistes vous appellent, vous n'avez qu'à dire, mais vous n'avez qu'à demander au préfet Lallemand qui vienne expliquer pourquoi il s'est passé telle chose. Vous n'avez qu'à demander qu'ils n'aillent pas prendre leurs informations au ministère de l'Intérieur. C'est quand même extraordinaire. On appelle les syndicalistes flics pour se faire quelque part, et parfois involontairement, les porte-voix du ministère. Donc, c'est là que, vous voyez, il y a une déviance qui est donc problématique et dangereuse aussi pour la démocratie dans notre société. Parce que le syndicat ne joue plus ce rôle de garantie citoyenne auquel je faisais allusion tout à l'heure. Je vous ai bien lu et je vous ai écouté dans votre tribune, et je voudrais si vous me permettez, que vous m'expliquiez un peu mieux, ou vous alliez peut-être un peu plus loin dans le raisonnement. Moi, en tant qu'observateur et que journaliste qui observe depuis le mouvement des Gilets jaunes, après les retraites, etc., ce que passe dans ce pays, j'ai le sentiment, comme vous, que cet État macronien, avec ce président et ses députés en marcheur, sont aux abois. Ils multiplient on l'a vu avec le Covid, je ne vais pas revenir sur les masques et sur tout ça. Et ils ne tiennent que par la police. C'est-à-dire que c'est pour ça que les policiers ont obtenu plus facilement que d'autres des primes qu'on leur devait depuis très longtemps. Et si la police craque, cet État craque. C'est-à-dire que si les policiers déposent les armes, etc. Et pour avoir été dans des manifs, j'ai eu ce sentiment, et puis il y a des photos formidables d'un photographe qui s'appelle Serge Dignatio, qui suit ça depuis le début. Je vous enverrai le lien après l'émission. Il photographie beaucoup les manifestants, mais il photographie aussi beaucoup les policiers. Et on voit souvent la détresse dans les regards derrière les casques, ou quand ils enlèvent les casques et tout. Mais alors peut-être j'espère ne pas me tromper, mais je pense que ça peut que cet État dont moi je souhaite que Macron parte, ou en tout cas que ce gouvernement change. Enfin, je pense que on vit des choses qui sont inhumaines. Enfin, bref, je veux pas revenir là-dessus, mais est-ce que vous pensez vous aussi que ça peut craquer au niveau de la police, qu'à un moment donné, malgré les fachos, malgré tout ça, il peut y avoir un sursaut, que ces gens déposent les armes et disent, c'est un peu le sens de votre lettre, disent, c'est pas à moi à faire le sale boulot, c'est à vous, maintenant démerdez-vous, quoi. Ah, mais vous savez, avant même qu'on passe cette crise du Covid-19, hein, on traverse cette crise-là, moi j'avais des collègues qui sont sur le terrain et qui me disaient qu'ils étaient à deux doigts de le faire. Parce que le malaise dans la profession, eh bien, vous savez, il est très profond. Le malaise au sein de la police nationale, il est très profond, et notamment pour les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire aussi cette image de la police qui se détériore tous les ans. Mais il n'y a pas que ça. Quand vous comparez, regardez ce qui se passe avec le Covid-19 et le personnel enseignant et dans le domaine de la santé et du service public hospitalier. Eh bien, c'est exactement, il y a le Ségur là, de la santé. Ils demandent quoi, nos amis? Ils demandent des effectifs, ils demandent du matériel et ils demandent donc des augmentations de salaire. Bon. Ce sont les trois problématiques aussi qui existent dans le service public de sécurité.
Oui. C'est tout le problème de tous les services publics. Quand on parle des problèmes, moi, ce qui m'horripile, Denis, quand j'entends parler sans arrêt de ces zones de non-droit devenues aujourd'hui parfois des zones de notre droit, lorsque j'entends parler sans arrêt de ces affrontements que je vois, comme si la police pouvait à elle seule régler, par exemple, on parle d'un département du Covid qui a été très touché par le Covid, c'est un département que j'aime beaucoup, qui est le département de la Seine-Saint-Denis, le 9-3. Bon, c'est là où il y a le plus de travailleurs dits essentiels, c'est là où... Voilà. Eh bien, quand on voit le 9-3, on voit tout ça. Mais bon, ça, le problème du 9-3 ou le problème de ces territoires perdus de la République, il ne se réglera pas qu'avec la police. Il se réglera en mettant à nouveau du service public partout. Il n'y a plus de service public dans ces quartiers-là. Il n'y a plus de maison des jeunes de la culture, il n'y a plus d'éducateurs spécialisés, il n'y a plus de commissariat de police, même parfois. Vous voyez, donc on a déserté complètement tout ça. Ah ben, après, il ne faut pas s'étonner que dès lors que l'on déserte ces lieux, ces territoires dont perdus de la République, ben, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'on ait les dérives que l'on... Non, mais là-dessus, je vous suis, mais dites-moi, individuellement, ces policiers, enfin, cette semaine, j'ai fait un édito où j'ai vu des images, par exemple, du marché d'Aubenas, où cette gamine se fait... Bon, il y a l'image de ces CRS, il y a 10 personnes au tribunal de Paris, etc. Là, hier... vous avez, le Bondi Blog sort l'histoire de ce gamin de 14 ans qui, un de ses copains vole une Vespa, il court, il se fait rattraper par les flics, qui lui casse la gueule, il a une tronche comme ça, il a 14 ans, il a été mis en garde à vue et tout. Ils sont pas obligés de faire ça. Qu'est-ce qui fait que qu'il y a cette accélération? On a l'impression que les types se disent, avec Castaner, on peut faire ce qu'on veut. Maintenant, de toute manière, on est toujours protégé. Enfin, Castaner ou un autre, c'est-à-dire que lui, je m'en fous. Enfin, mais on a l'impression qu'il y a un climat dans la police. Alors, je ne sais pas si c'est lié à on va dire, une extrême droitisation de la police, ou si c'est, ils en ont tellement bouffé du gilet jaune. Ça fait quand même 3 ans presque que ces corps policiers sont sous tension, que ça craque, quoi, et qu'ils se disent, putain, on va cogner, on s'en fout, on est les rois personne ne nous emmerdera jamais. Et ça devient assez plus que problématique. Denis, le problème il est là, c'est-à-dire que les collègues à qui l'on demande depuis maintenant des années, avec toujours moins de moyens, j'ai évoqué tout à l'heure le problème crucial de la formation. C'est une véritable catastrophe chez nous. Bon, donc ce manque crucial de moyens, ce manque crucial d'effectifs, cette notion de rentabilité que l'on a aussi introduit au sein de la police nationale. Toujours ces fameuses statistiques. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être un bon flic, eh bien, dès que tu vois 3 mecs qui fument un pétard, ben, il faut aller vite les interpeller parce qu'il faut ramener 3 bûchettes au commissariat. Bon, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est comme ça qu'on combat les problèmes de sécurité ou de délinquance? Réponse. Restons sur ces histoires de stats. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est Sarkozy qui avait un peu initié aussi ce système-là, puis ça a perduré. Ça veut dire que les policiers qui font plus d'arrestations sont plus payés? Ou ça veut dire que tout repose, Denis, toute la notation du policier repose, et c'est un problème sur lequel moi en tout cas et d'autres on se bat depuis des années, repose non pas sur la qualité du travail qu'il fait, mais sur la quantité du travail qu'il fait. Et c'est en fonction de ça qu'il va être noté. Et c'est en fonction de sa note qu'il aura un avancement de grade ou qu'il ne l'aura pas, etc. C'est-à-dire que toute la carrière du flic, aujourd'hui, repose sur cette notation et sur cette notion de rentabilité. Et ça, c'est un système, c'est le système américain, mais ce n'est pas le système français, ce n'est pas un système républicain. Et ce système-là, bien évidemment, il faut le changer. Bah, vous parlez d'Amérique, vous avez vu la dernière bavure à Minneapolis avec ce pauvre homme qui est mort et étouffé. Et je ne sais pas si vous avez vu ce qui a suivi, où les journalistes qui veulent parler de ça, qui s'approchent, il y a un journaliste en direct qui filmait. Vous l'avez pas vu l'image où il est agressé par la police qui savait pas. Oui, bien sûr. Ouais. Ça me fait penser, vous connaissez ce journaliste à Abouaf qui travaille là-bas si j'y suis, ou ces autres, le journaliste qui travaille à Brut, dont j'oublie le nom, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'être journaliste et de pouvoir. Là, il y a la nouvelle loi qui veut nous pondre, interdisant de filmer les policiers, mais où on est, enfin, qu'est-ce que ça signifie? C'est quand même édifiant.
Et même à l'intérieur du corps, est-ce que vous avez des retours de vos amis syndicalistes ou policiers qui se disent mais on ne va pas continuer à cautionner ça, quoi. Parce que là, on est quand même, alors je vais utiliser un grand mot, mais on est quand même à la limite du fascisme, quoi. Enfin, j'ai encore le droit de m'exprimer, mais peut-être pour plus longtemps avec la loi Avia. Mais si c'est comme ça va devenir très dur. Ça se durcit de jour en jour. Mais, Denis, moi je ne peux pas vous contredire par rapport à ça. Et justement, parce que le syndicat ne joue plus ce rôle un peu de contre-pouvoir nécessaire au sein même de l'institution, j'espère que dans l'avenir, il va pouvoir à nouveau le rejouer. Regardez, c'est encourageant. Hein. Il y a eu des tribunes suite à la mienne là, du responsable de Paris, par exemple, Rocco Contento, du TSGP Police, qui était relativement courageuse, qui a été d'ailleurs très appréciée à la base. Bon, il y a eu celle-là, il y a eu encore une fois celle de, je vous l'ai dit, de la FSU. Il y a eu des collègues aussi policiers ou policières qui ont fait aussi leur papier. Voilà, donc tout ça démontre que la grande majorité de la police, encore une fois, moi je voudrais vraiment que l'on insiste sur ce message-là. Elle est républicaine, mais qu'il faut être intransigeant, implacable avec tous ceux qui sont à l'intérieur de notre profession et qui la ternissent. Dès lors qu'il y a un acte répréhensible, un acte raciste, un acte qui concerne des violences illégitimes, dès lors qu'il est avéré, prouvé, eh bien, ce collègue doit être très durement sanctionné. C'est aussi simple. Oui, mais ce qui n'est pas simple, c'est de l'avérer et de le prouver, parce que vous voyez bien que même, c'est vrai que parfois il y a des gens à l'IGPN qui essaient de faire leur boulot, mais les trucs sont déchirés, parce que il y a une force de ces syndicats, je pense surtout à Alliance, qui, si tant est qu'un ministre ou qu'un sous-ministre ait envie d'aller au bout d'une enquête prenant l'affaire Zineb Redouane, on sait aujourd'hui que ce sont des CRS de Saint-Étienne qui ont tiré, peut-être pas volontairement, mais l'enquête aujourd'hui est déportée à Lyon. Si un jour, si des policiers sont mis en examen, ça va être le tollé. Et il y a toujours ce chantage en disant, si vous continuez à faire chier mes collègues, le week-end prochain, quand il y aura les gilets jaunes, nous, on vous laisse vous démerder. Et on les laisse aller à l'Élysée, on les laisse aller à arriver avec des tracteurs pour ouvrir les portes, etc. Et tout de suite, le ministre est coincé. Donc, on est dans ce rapport de force qui est devenu assez profondément antidémocratique et très inquiétant. Parce que ça mène à une guerre civile à terme. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je suis intervenu, Denis. Hein. Je sais. Vous savez, vous peut-être plus que moi, vous pouvez dire quelles sont les solutions. Vous dites la formation, vous dites, je voulais vous parler, je vous dis ça aussi parce que c'est complètement lié, les suicides dans la police, parce que vous voyez bien qu'il y a une souffrance au travail qui est dingue, et que dans ces suicides, il y a la hiérarchie et tout ça, mais il y a aussi une sorte de schizophrénie où des types qui sont républicains, qui ont un sens du bien et du mal, à un moment donné, ils pètent des câbles aussi parce que je suis devenu une merde, quoi. Bien sûr, mais tout à fait. Vous savez, il y a eu le fameux New Management, c'est comme ça qu'on prononce les Corbières, je ne sais pas si je le prononce bien, mais le New Management qui a fait des ravages à France Télécom. Bon, eh bien, c'est pareil, c'est la même problématique qu'on a chez nous. Quand vous avez les collègues qui coulent, ça va vous intéresser, mais je parlais avec un collègue il n'y a pas si longtemps que ça qui travaille en police judiciaire. Il a sur son burlingue pratiquement près de 1000 ou 1200 procédures judiciaires en instance qu'il ne peut pas traiter parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux, etc., etc., etc. Bon, eh bien, pendant ce temps-là, ce sont des victimes qui attendent que justice soit faite. Certaines de ces procédures, eh bien, pour certaines d'entre elles, il va y avoir prescription, elles ne seront même pas traitées. Bon, donc les collègues, parfois, ont l'impression de bosser comme des forcenés pour rien, pour pas grand-chose. Tout ça fait qu'il y a, et puis cette histoire de rentabilité à outrance et tout, font que cette absence d'humanisme dans la hiérarchie. À l'époque, quand c'est plus le cas aujourd'hui, quand on forme les officiers, quand on forme les commissaires de police, bon, on les forme à être des gestionnaires. Toutes les règles d'humanisme, de relationnel qu'ils peuvent avoir avec les collègues policiers, à quelques exceptions près, bien évidemment, mais elles n'existent plus. L'officier, il vient, il a des comptes à rendre par rapport au rendement des troupes qui sont sous son commandement. Voilà, lui-même, s'il n'a pas ces résultats, lui-même sera mal noté, etc. Il faut changer tout ça. Nous, ça fait des années. Vous savez, on peut mettre en place tous les psychologues que l'on voudra au sein de la police. Bon. La principale personne à qui le gardien de la paix doit pouvoir s'adresser s'il a des problèmes, s'il a un mal-être
c'est à sa hiérarchie directe. Bon, or là, si vous voulez, ce lien qui pouvait exister à l'époque, avec les anciens, avec cette hiérarchie, eh bien, elle n'existe pas toujours. Et donc, et parfois, lorsqu'on attire l'attention, c'est ce que j'explique dans certains de mes écrits, eh bien, lorsqu'on attire l'attention de la hiérarchie sur le cas problématique d'un collègue qui est en souffrance, eh bien, la hiérarchie, bon, elle ne prend pas ça au sérieux, et puis malheureusement, porte une responsabilité, et une lourde responsabilité dans le suicide du collègue. Voilà. Donc, le malaise dans la profession, il est là. Quand vous dites que des fois, ils pètent les boulons, moi, j'ai regardé cette image, Gonas. Bon, j'étais sidéré, j'avais envie de zapper. Bon, c'est insupportable de voir ça. Quand on rentre à la police, on est censé rentrer pour avoir du discernement, on doit être pas mauvais en termes de communication, de psychologie. Bon, là, voilà, on voit bien que les collègues, ils sont à cran et que parfois, ça les amène à avoir des comportements qui sont tout à fait répréhensibles. Voilà, donc la réponse doit être toujours proportionnée. Quand on voit ce que j'ai vu donc sur certaines vidéos, bien évidemment, c'est pas le cas. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Encore une fois, les choses sont simples. Le service public de sécurité, il doit être attractif, déjà, d'une part, comme tous les services publics. Ce n'est pas le cas pour les aides-soignants, ce n'est pas le cas pour les flics, ce n'est pas le cas, etc. On pourrait faire la panoplie. Bon, et après, eh bien, il faut qu'il soit irréprochable. Et pour qu'il soit irréprochable, il faut mettre en place une formation commune, d'ailleurs, entre commissaires, officiers et gardiens de la paix, déjà, un tronc commun de formation, hein, et faire en sorte que, dans cette formation, eh bien, on leur explique peut-être beaucoup plus que ce qu'on ne le fait, on n'aura pas de mal, ce qu'est la police républicaine. Voilà. Et moi, je pense que les flics seront fiers de comprendre un petit peu ce cheminement. Voilà. Moi, je vous assure que les retours qu'on a sur les tribunes qui ont été publiées, à droite, à gauche, sont vraiment, chez les flics, à la base, excellentes. C'est un phénomène plutôt encourageant parce que c'est assez nouveau, ces tribunes, on va dire, de policiers républicains. Il y en a eu quelques-uns, mais quand ils ouvrent leur gueule, ils se font. Alexandre Lacroix s'est fait blackbouler. Alexandre Lacroix, cher ami, et je l'aime beaucoup. Hein, bon, et ils doivent m'envoyer d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, une tribune aussi, et ils contribuent, je les ai au téléphone régulièrement, pas Alexandre, mais son adjoint. Bon, ce sont des gens qui ont des valeurs et qui se battent pour ces valeurs-là. Mais on les met de côté. Vous avez Noam Awar, c'est exactement la même chose. Lui, il n'y croit plus. Enfin, il pèse, excusez-moi, il pèse 0,8 ou 1%. Oui, je sais, mais ils sont… Quand Rajol, à l'époque, il parlait, ou Gerbaudy, ou de Leplace, quand on parlait, on pesait 50% des flics, voire plus. Bon, aujourd'hui, quand vous avez une organisation qui représente 0,08, etc., qui prend en plus des positions courageuses, bon, qu'est-ce que vous voulez, ça accroche pas derrière, parce que pour que ça accroche, il faut faire les deux. Il faut être puissant, il faut donner une bonne image de la police, mais pour la donner, pour la relayer, il faut avoir les moyens de le faire. Et ces collègues-là, pour l'instant, n'ont pas les moyens de le faire. Moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'un jour, tous ces collègues-là, et il y en a dans toutes les organisations syndicales, comme j'avais pu le faire à l'époque, puissent se retrouver au sein d'une même organisation républicaine. Moi, je crois de toute façon qu'on va à une recomposition du paysage syndical policier. Avec tout ce qui va se passer, avec le troisième tour social possible, avec malheureusement, je le crains, des incidents qui risquent de se produire, je pense que ça aura des conséquences à l'intérieur même des organisations syndicales et qu'on s'oriente à nouveau vers une recomposition syndicale policière. Et c'est là, je crois, qu'il faudra que tous les policiers républicains qui existent, parce qu'il en existe aujourd'hui dans les organisations syndicales, eh bien, sachent se retrouver sur l'essentiel. Voilà. Le reste n'étant qu'accessoire, encore une fois. Et vous trouvez que ça en prend le chemin, qu'il y a à part ces quelques tribunes, on a l'impression que la base, bon, elle est sans doute un peu inquiète, mais pour l'instant, avec le Covid, on peut pas manifester, mais dès que ça va se lâcher, en septembre, ça va repartir, quoi. Oui, je pense aussi. Ça va repartir et qui va être encore une fois en première ligne, ce sont les policiers.
Et si on ne change pas de doctrine du maintien de l'ordre, qu'on continue à appliquer une doctrine militaire telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, parce que la réalité, elle est là, c'est pas moi qui dis, hein, c'est l'Allemand qui a dit, il suffit d'écouter ce qu'il a dit au Sénat, hein, lors de son audition. Bon, eh bien, à partir du moment où on ne changera pas de doctrine, à partir du moment où on ne prendra pas les choses autrement, à savoir qu'on ne recrutera pas des effectifs, qu'on travaillera beaucoup plus en amont et qu'on ne pensera pas à résoudre les mouvements contestataires par la seule et unique répression. Bon, ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut tirer comme leçon dans cette affaire-là, c'est que les flics, ce sont des boucs émissaires de quoi? Ce sont les boucs émissaires d'un manque de négociation, d'un manque d'écoute, d'un manque de concertation de l'État. C'est trop facile, ça. On veut faire passer cette réforme en forceps. Eh bien, c'est pas grave, le peuple n'est pas d'accord, on s'en fout, on envoie les flics. Bon, ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Et la police n'a pas, aujourd'hui, c'est ce que je vous avais dit et que j'ai répété, n'a pas à servir de garde prétorienne, effectivement, oui, à un État qui prend des décisions qui sont illégitimes. C'est aussi simple que ça. Vous savez, en vous écoutant, je pense à Geneviève Leguet. Vous vous souvenez de cette dame de 70 ans, je crois que c'était à Nice. Elle se fait matraquer, elle a failli mourir. Et le commissaire de police, qui était bardé de son écharpe, etc., a été médaillé par Castaner. Vous vous rappelez, l'année dernière, enfin au moment des Gilets jaunes, ils étaient tellement dans la merde que non seulement ils ont filé des primes, mais ils ont filé des médailles à tous ces préfets, ces commissaires qui maintenaient l'ordre contre le peuple, quoi, contre les gens, avec des quand même, c'est pas des bavures. Des bavures sont des accidents. Là, c'est pas des accidents, c'est des actes délibérés. On matraque une femme de 70 ans parce qu'elle a un drapeau arc-en-ciel. C'est ça, Geneviève Leguet. Et aujourd'hui, le préfet a eu sa breloque, le commissaire aussi, etc. Donc après, comment voulez-vous, si à la tête du ministère et des corps, on a ce comportement, quand on est policier à la base, on a du mal comment on peut résister contre ça? Même les journalistes ont du mal à faire leur boulot. Oui, non, mais je comprends tout à fait. Mais bon, comment on peut résister, encore une fois, les policiers, vous savez, ils sont soumis à un droit de réserve. Bon, eux, mais ils ont des syndicats. Et c'est à ces syndicats, justement, de prendre ces positions. Et vous dites vous-même qu'ils ne sont pas à la hauteur, pour l'instant, les deux syndicats majoritaires, même s'il y en a un qui a l'air moins pire que l'autre. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur, vous allez me faire flinguer, là. Non, mais tout à l'heure, on a cru comprendre, enfin, qu'il y en avait un, Alliance, qui était très catégoriel et quand même très à droite, idéologiquement, et l'autre, je ne sais pas, qui était un peu plus mou, un peu plus... mais enfin. Vous avez osé dire centriste, oui. Voilà, j'ai dit centriste, moi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas vu ces syndicats, aucun à la tête de ces syndicats, prendre une parole forte et dire « Stop, on est une police républicaine, on ne va pas aller contre le peuple, on n'est pas là pour défendre la Macronie. Enfin, » j'ai jamais entendu ça. Je l'ai lu un peu dans votre tribune. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous rencontrer. Mais on en est loin quand même. Jean-Louis, quand même. Moi, j'aurais été secrétaire général. Si vous voulez, je ne suis pas secrétaire général. Hein. Et encore une fois, je les ai au téléphone. Donc, vous savez, quand je parle, en plus, je ne parle pas simplement au titre d'ancien secrétaire général ou de citoyen. Moi, j'ai affaire au téléphone, j'ai des préfets en ligne. Bon, des contacts toujours avec le corps préfectoral, avec des commissaires, avec des flics de tout grade. Et je peux vous dire que ce que nous dénonçons tous les deux, ils le dénoncent également. Que le préfet allemand lui-même ne fait pas l'unanimité dans son propre corps. Je peux vous dire, ils ne vont pas s'exprimer, vous comprenez, les préfets, ils vont pas aller, etc. Les commissaires ou les officiers, c'est exactement la même chose. Bon, il y a cette dangerosité de l'accompagnement syndical. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui de syndicats qui sont dans l'accompagnement, dans l'adaptation. Or, quand le fossé, encore une fois, est aussi important entre la police et la population, et la police et la jeunesse, eh bien, le syndicaliste, il doit prendre la parole, il doit avoir le courage de prendre une position. La phrase, elle est simple à dire, à tenir. C'est ce que je leur ai dit. Il faut simplement dire que la police est issue du peuple et qu'elle n'a pas à se dissocier du peuple. C'est aussi simple que ça. Rien que une phrase comme celle-là, voilà, eh bien, elle vaut son pesant d'or. Et moi, je serai à leur place. Eh bien, j'irai voir le préfet allemand avant la rentrée prochaine. Hein, j'irai voir le ministre de l'Intérieur.
Et je ferai en sorte de ne pas ressortir avec les idées du ministre. Hein, parce que je le connais aussi, ils rentrent chez le ministre, ce sont des grands révolutionnaires, et quand ils sortent, ils ont les idées du ministre. Non. Et allez voir le ministre, allez voir le préfet, et leur dire, voilà, je vous préviens, monsieur le préfet, cette fois-ci, les choses ne se passeront pas comme celle-là, comme ça s'est passé. Cette fois-ci, nous, on veut un changement de doctrine au niveau du maintien de l'ordre. On veut des moyens pour le service public de sécurité, comme pour le personnel soignant. Voilà. Il faut se tenir ce discours-là. Et si on n'a pas tout ça, on ne se contentera pas de saupoudrage, on ne se contentera pas de primes. À ce moment-là, nous aussi, on rentrera dans l'arène sociale. Voilà. Moi, j'ai fait des manifs avec des élus de droite, avec des élus de gauche, avec des citoyens, contre la fermeture des commissariats à l'époque, des petits postes. Bon, on rassemblait 22 000, 23 000 personnes dans la rue. Bon, et là, il n'y avait pas de problème de décompte entre les décomptes RG et les décomptes des manifestants. Mais bon, voilà, c'était. Aujourd'hui, tout ça, il faut le réinventer. Et moi, je milite. Bon, vous savez, moi, je suis là de mes Corbières, là, je suis bien. Vous voyez, là, j'ai les villes en face de moi, de chez moi. Vous êtes à quel endroit dans les Corbières? Les Corbières, en plein pays Qatar. Je ne sais pas si vous connaissez. Carcassonne, dans ces coins-là, je connais. Mais voilà, entre Carcassonne et Narbonne. Mais vous savez qu'il faut revenir, il faut avoir le visa. Non, je rigole. Je dis, qu'est-ce que je vais m'emmerder, moi, Rajo Jaloui, à me prendre la tête tous les jours, avec y compris parfois des collègues, suite à mes déclarations sur les réseaux sociaux, suite à l'émission que je tenais à faire avec vous aujourd'hui, justement parce que les messages que vous faites passer sont très importants. Voilà. Eh bien, si je le fais, c'est parce que je considère que c'est mon devoir. Si je le fais, c'est parce que je considère que la situation est grave. Bon, et qu'elle est grave, y compris pour la police nationale. En vous écoutant, j'ai envie d'être optimiste, mais c'est pour ça qu'on vous dit, je pense aussi que l'espoir pourrait venir d'une sorte de révolution syndicale au niveau de la police. Mais on en est loin. La dernière anecdote, je vous ai interrogé là-dessus au début, quand vous avez cette Camilla Jordana qui, à l'émission de Ruquier, dit qu'elle a peur quand elle voit arriver des policiers. La première chose que tous les syndicats lui sont rentrés dans le lard en disant comment elle peut dire ça, c'est scandaleux, etc. L'intelligence chez un syndicaliste, me semble-t-il, eût été de dire, je comprends aussi que cette jeune fille ait peur, mais la police, ça n'est pas que ça, etc. Enfin, je ne sais pas, vous, c'était quoi votre sentiment par rapport à ça? Ah bah, moi, très franchement, je vais vous dire, moi, des trucs comme ça, j'en ai entendu à l'appel. Hein. Quand je fais référence au regretté Guy Bedos. Bon, on ne peut pas dire qu'il était pro-flic à 100%, Guy Bedos. Hein, en 87, lorsque nous avions touché notre nouvel uniforme, on n'avait plus le képi, et on avait troqué le képi pour la casquette. Il avait sorti cette fameuse formule, et ils ont troqué le képi pour la casquette. Il ne reste plus qu'à travailler ce qu'il y a dessous. Bon, vous savez que c'était mon ami. Hein. Bon, on n'a pas fait un fromage. Bon, je veux dire que je ne sais pas comment j'aurais pu réagir. Moi, je vais vous dire ce que j'ai dit à mes collègues syndicalistes sur cette affaire qui a défrayé la chronique depuis samedi dernier. Je leur ai dit, arrêtez, n'en rajoutez pas, ça ne sert à rien. Moi, je suis de ceux qui pensent que tout ce qui peut creuser encore plus le fossé entre la police et la jeunesse, qui peut creuser encore plus le fossé entre la police et la population, il faut le condamner. Alors oui, il y a eu des propos, il y a eu des comportements, il y en a encore qui sont inadmissibles. Encore une fois, contrairement à ce qu'on peut dire, ils sont minoritaires. Mais ces propos-là, ils doivent être sanctionnés. C'est aussi simple que ça. Bon, et à partir du moment où ils sont sanctionnés, il n'y a aucun problème. Je veux dire que dans toutes les professions, il y a des brebis galeuses. Bon, eh bien, s'il y en a, ben, ils n'ont rien à foutre dans la police. Mais vous reconnaissez quand même... Le gars qui a été suspendu, là, le flic, bon, un mec qui tient des propos racistes, il n'y a pas à faire de raisonnement. Tu as tenu des propos racistes, tu n'as rien à foutre chez nous. Voilà, un policier doit être exemplaire. Vous reconnaissez quand même que votre parole fait plaisir à entendre pour moi, mais elle est quand même très minoritaire. Ou elle n'est pas. Non ? Là, je crois que vous vous plantez. Mais je vais vous donner le sourire, parce qu'au contraire, c'est un espoir pour nous. Ouais. Hein? Oui, j'aimerais bien. Mais... Moi aussi, sinon je ne me battrais pas. Bon, et puis si on ne se bat pas, Denis, si vous et moi on ne se bat pas, chacun dans son registre, si nous on ne se bat pas à l'intérieur de la profession, avec les relais que l'on a dans tous les syndicats ou dans tous les corps et dans tous les grades,
ça veut dire qu'on laisse tomber, qu'on baisse les bras, ça veut dire que c'est la cata. Donc, si j'ai réagi, et si d'autres ont réagi avec moi après, c'est pour ça. C'est parce qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme, il fallait secouer le bocal et essayer de réveiller un peu le Landerneau. Bon, je crois qu'on y est arrivé, et tant mieux. Bon, et j'espère que ça va continuer. En tout cas, moi, tant que j'aurai encore un peu de souffle, je le ferai, je mènerai ce combat. C'était le combat de toute ma vie. Donc, voilà, ça va, vous êtes super jeune, 62 ans, vous pouvez encore reprendre du service. Hein. Il y en a qui travaillent à cet âge-là encore. oui, mais je travaille un peu quand même. Hein, oui, je vois ça. Mais est-ce que vous avez un retour d'ailleurs du ministère ou des gens qui vous ont dit, écoute, retourne à ta retraite, arrête de nous pomper l'air, non? Non, mais j'en ai eu quelques-uns, bien sûr. J'en ai eu quelques-uns. Vous savez, dès que vous dérangez un peu le conformisme ambiant, et dès qu'en plus, parfois, malheureusement, pour les plus gentils, bon, ils ne comprennent pas, etc. Bien sûr qu'on a eu des retours. Mais encore une fois, ce qui m'a surpris, Denis, et ça m'a encouragé, c'est qu'on a eu beaucoup de retours. Alors, je parle que des flics, hein. On a eu beaucoup de retours positifs de flics. Bon, qui ont dit bravo. Mais écoute, Jean-Louis, je vous pose encore une ou deux questions, Jean-Louis, parce que la prochaine échéance syndicale à la police, c'est quand les prochaines élections? Alors, il y a deux solutions. Soit les prochaines élections professionnelles auront lieu en fin d'année prochaine, si c'est avancé, ou alors en début d'année 2022. Voilà, ce sont les prochaines échéances professionnelles. Bon, on a encore pas mal de coups à prendre jusque-là, mais vous quand vous dites que… Vous allez voir que maintenant, suite à cette sortie qu'on a pu faire à plusieurs, là, vous allez voir que les choses vont bouger. Mais quel syndicat pourrait reprendre cette parole-là que vous… Pardon ? Quel est le syndicat qui pourrait reprendre cette parole-là? Ben, écoutez, moi j'espère qu'il y en aura toujours, plus il y en aura, mieux ce sera. J'espère que le syndicat qui est censé aujourd'hui défendre les valeurs traditionnelles et historiques du syndicat général de la police le fera. Je suis convaincu, parce que j'en connais à l'intérieur de cet appareil, qui sont tout à fait capables, ils l'ont montré, de le faire. Il faudra qu'ils se battent en interne, parce que vous savez, vous me demandez si le ministre m'a fait passer des messages, etc. Bon, il a certainement appelé certains secrétaires généraux, peut-être leurs adjoints, en leur disant, mais bon, Arajol, vous ne pouvez pas un peu le faire fermer, etc. Mais bon, ils ont dit, c'est même pas la peine d'essayer. Bon, moi, je suis un homme libre, et tant mieux. Et j'espère que demain, par contre, cette peur, parce qu'il y a cette timidité, cette peur, ce manque d'habitude, il faut qu'ils y aillent, quoi. Il faut qu'ils y aillent. Et plus ils défendront cette image de la police républicaine, plus les flics seront contents, plus ils seront fiers de faire leur boulot. Moi, j'ai toujours été majoritaire. Le SGP a toujours été majoritaire. Et pourtant, ça ne nous empêchait pas de prendre des positions que vous connaissez. Donc, ça prouve bien que lorsque l'on prend ce genre de position, les collègues nous en sont reconnaissants. Les collègues nous en sont reconnaissants. Non, moi, je dis pas que tout est rose et que demain tout va s'arranger. On n'est pas dans le monde des bisounours et le monde de Peter Pan. J'en suis conscient. Et je crains d'ailleurs que le troisième tour social soit terrible, qu'il y ait à nouveau des violences et que la police soit encore une fois et souvent montrée du doigt. Bon, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faudra que les organisations syndicales et leurs secrétaires généraux, et en particulier eh bien, ceux qui sont censés ou qui doivent avoir des positions républicaines, je pense, vous avez parlé de Vigie, vous parlez de la FSU, je parle d'unité SGP Police, ces syndicats-là doivent prendre des positions courageuses et ne pas accepter de commettre l'inacceptable. Voilà. Encore une fois, une police, elle est issue du peuple, elle n'a pas à se dissocier du peuple. Quand vous écoutez l'allemand, parce que moi, excusez-moi de faire une parenthèse sur ce préfet bon, j'ai écouté cette audition encore hier soir, comme je savais que j'allais me faire charcuter par Denis Robert, il fallait bien que je révise ma leçon. Donc j'ai écouté l'audition de l'allemand. À la fin, il me manquait quoi, un tiers à écouter. Et à la fin, il y a une question, je crois que c'est Marie-Pierre de la Gontrie, qui était conseillère de Paris, que j'avais connue à l'époque, qui est sénatrice maintenant, et qui lui pose la question. On a reçu les représentants des policiers, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. D'ailleurs, elle a dit une chose qui est très vraie, c'est que les policiers avaient demandé dans le cadre du maintien de l'ordre aussi de
ne pas aller au contact, il fallait conserver cette vieille tradition du maintien de l'ordre, de conserver les manifestants à distance. Bref. Voilà. Et elle revendiquait aussi que les policiers étaient fatigués, qu'ils n'avaient même plus de samedi pour passer un peu, de temps en temps, en famille avec eux, parce que ça aussi, vous comprenez, ça pousse un peu les mecs dans leur retranchement, ça les pousse à bout, ça n'arrange pas les choses. Et l'Allemand répond, j'ai réécouté 2-3 fois, pour savoir si ce n'était pas leur tardive qui nous faisait perdre les PSO. L'Allemand répond, non, les policiers ne sont pas fatigués. Oui, ils sont fatigués physiquement, mais pas moralement. Pas fatigués moralement, on ne va pas avoir du tout la même vision de la police. Mais le pire, Denis, c'est qu'il dit, je reconnais que vu le problème, vu les circonstances, eh bien, les policiers ne peuvent pas avoir leur samedi parce qu'il faut un certain nombre de flics et que malheureusement, eh bien, on est obligé de les rappeler qu'ils n'ont pas... Pour que les problèmes des policiers soient réglés à ce niveau-là et qu'ils puissent avoir leur samedi, mais le mieux, ce serait qu'il n'y ait plus de manifestations. On ne peut pas donner des récupérations le week-end. La vraie difficulté, c'est ça. Et donc, on donne aux unités qui sont engagées des récupérations en semaine. Et pour les gens qui ont une vie de famille, très objectivement, c'est pas terrible. Hein. Mais, si vous voulez, le quantum juridique est donné, où il est stocké suivant les règles, mais c'est pas satisfaisant, j'en suis parfaitement conscient. Et pour donner des récupérations le samedi, encore faut-il que les manifestations s'arrêtent. Voilà. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que pour que les flics puissent savoir leur week-end, il ne faut plus qu'il y ait des manifestants dans les rues. Voilà. Non, mais comment, vous savez, moi je me suis toujours dit de quel côté on va pouvoir ranger ce préfet-là qui vient d'arriver, qui a remplacé M. Delpech, que je connaissais très bien par contre. Comment on va pouvoir le ranger? Est-ce qu'on va le ranger plus proche de l'étagère Papon ou est-ce qu'on va le ranger plus proche de l'étagère Grimaud? Bon, aujourd'hui, très franchement, il est plus proche du casque à pointe que de Confucius. Hein. Donc, je ne sais pas, mais il devrait réfléchir à ça parce que les traces qu'on laisse indélébiles au niveau de la préfecture de police, lorsqu'on est préfet de police, les traces qu'on laisse quand on est secrétaire général d'un syndicat aussi. Vous voyez, moi, je vous parle de Chonac, je vous parle de Rioux, je vous parle de Monat. Ces paroles-là, ces prises de position de Deleplace, frapper un manifestant à terre, c'est se déshonorer soi-même. L'action de Gerbaudy qui crée un cordon sanitaire pendant les manifs en 90 entre les jeunes et les filles pour pas qu'il y ait des jeunes blessés. Toutes ces actions-là, elles resteront. Quand j'ai fait disparaître le Front, excusez-moi, je fais un peu de cocorico, je parle quand même un peu de moi, et quand j'ai fait disparaître le Front National de Police du paysage syndical policier, etc., tout ça, ça restera. Ce sont des paroles, ce sont des prises de position qui resteront gravées dans l'histoire. Eh bien, moi, j'invite tous les syndicats républicains aujourd'hui à renouer avec cette tradition qui fait la grandeur de la police nationale. Merci. Non, mais ça fait. Mais j'aimerais vous croire. Je vous entends. Ça fait. Mais quand je vois les sondages, plus la moitié des policiers votent FN. Quand je vois à quel point l'allemand est toujours soutenu par Emmanuel Macron, je ne peux qu'être inquiet. Il ne va pas le virer. Ils ont mis en place, ils ont viré le pauvre Delpech. Vous savez, j'ai vu Delpech un peu avant les événements, pendant 1 heure, 1 heure et demie dans son bureau. Bon, je peux avoir encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques contacts avec certains préfets. Peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi. Delpech, c'était un flic républicain, c'était un préfet républicain. Moi, je le connais bien, je l'ai connu à l'époque. Sauf que Delpech, eh bien, au bout d'un moment, lorsqu'on lui a demandé de durcir, on s'en engage que moi, lorsqu'on lui a demandé de durcir encore plus le maintien de l'ordre sur la capitale et d'être encore plus répressif, bon, je pense qu'il a refusé. Voilà. Et Grimaud avait fait pareil en 68 avec sa fameuse lettre. Voilà, extraordinaire ce courrier de Grimaud. Voilà. Donc moi je crois que, vous voyez, je crois que cette police-là, elle existe, que le corps préfectoral, etc. Il existe. Après l'allemand, ce que vous voulez, il a été mis là par Castaner. Bon, vous savez, Castaner, c'est pareil. Je ne sais pas ce qu'il laissera dans l'histoire. Voilà, bon, moi, des fois, on me demande et on me dit qu'est-ce qu'ils allaient foutre, je ne sais pas ce quoi. Bon, ouais, c'est que, d'abord, j'avais été déçu des fantomas du ministère de l'Intérieur, Kides, Marchand, qui avait commencé un peu à complètement paupériser le service public de sécurité, alors qu'ils étaient censés, eux, défendre les valeurs pour lesquelles on militait depuis des années. Bon, et un mec comme Pasqua qui a été ministre de l'Intérieur, il y a eu 2 ministres de l'Intérieur qui ont fait un plan de modernisation pour la police nationale, il n'y en a pas eu 50, et Pierre Jox.
et il y a eu Charles Pasqua. Bon, et puis Charles Pasqua, excusez-moi, il n'allait pas danser en boîte de nuit le soir quand les flics en prenaient quelques heures avant sur les Champs-Élysées. Jean-Louis, je vous remercie. Vous avez un bouquin qui sort en juin que je lirai avec intérêt. Donc, c'est un peu dans la continuité. Vous avez repris du service. Ce qui serait bien, c'est que vous repreniez vraiment du service. Vous retourniez bosser à la police pour reprendre un peu un syndicat et qu'on respire un peu mieux, quoi. En tout cas, je suis ravi qu'on ait eu cette conversation. C'était voilà, j'ai l'impression que c'est moi le rabat-joie et vous le mec qui filait la patate, quoi. Donc, il faut, Denis. En plus, vous, c'est normal, vous êtes toujours là-dedans. Bon, vous voyez forcément tout ce qui est négatif. Moi, il ne faut pas croire que c'est simple non plus tous les jours quand j'ai les flics au téléphone. Hein. Voilà, quand je prends ce genre de position, j'ai même des flics que j'aime beaucoup et qui ne comprennent pas. Et bon, et ça me peine de voir qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils sont jeunes et qu'ils manquent de maturité. Mais je suis aussi assez confiant. Parce que je sais que dans ces organisations, encore une fois, il y a des jeunes, des hommes, des femmes qui peuvent représenter l'avenir de la police républicaine. Et c'est à moi, Richard Gerbaudy, à tous ceux qui peuvent les aider, parce qu'ils ont besoin, encore plus qu'hier que nous, de soutien, voyez, au sein même de la maison et au-delà, parce que moi, je leur ai dit, ne pensez plus flic, pensez aide-soignant, pensez pompier, voilà, le problème du service public de sécurité, le problème de la police, c'est le problème du service public. Moi, j'ai le service public chevillé au corps. Bon, et encore une fois, c'est ce service public qu'il faut défendre. Bon, et quand vous les avez vus matraquer les policiers, ça a dû vous faire bizarre quand même. Quand matraquer les pompiers, je veux dire. Ouais, c'est une image qui m'a. Moi, j'ai pris mon téléphone après, je me dis, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Et puis surtout, c'est là que j'aurais aussi aimé entendre, vous voyez, une voix dire très clairement les choses, dire arrêtons ce massacre, entre guillemets, arrêtons de montrer une telle image de la profession. Ce n'est pas possible. On intervient tous les jours avec eux dans des conditions difficiles. Bon, on est dans le même registre social et on montre comme ça à toute la France des images qui sont insupportables. Donc ça, je ne vous cache pas que bon, moi, ça m'a beaucoup affecté, effectivement. Mais je suis confiant, encore une fois. Je pense que. Mais je pense qu'elle a marqué aussi les policiers qu'ils n'ont pas envie de revivre ça, quoi. Il y a eu toujours il y a des phénomènes d'entraînement et puis. Bien sûr que même moi, je suis surpris parce que je dis ça va être très dur. Quand j'ai vu Rocco Contento, par exemple, faire sa tribune, c'est la première fois qu'il fait une tribune comme ça. Il est jeune, Rocco Contento. Bon, et je lui disais, arrête d'aller à la télé pour faire le petit reporter de service. Je lui disais toujours ça à mon ami Rocco. Bon, là, quand il a fait cette tribune-là, je lui dis chapeau. Alors après, je lui ai souvent mis au téléphone dans la journée parce que je savais qu'il allait avoir une pression terrible. Alors, on a été surpris très agréablement. Hier encore, il me disait qu'il avait reçu des messages de collègues et tout. Ah, enfin, voilà. Et, vous savez, ces messages, ce discours, autant aujourd'hui, il est un peu absent, mais à l'époque, il était très présent. Et il y avait ce ciment entre les flics républicains qui se reconnaissaient dans ces valeurs-là. Moi, je ne suis pas convaincu que ce soit encore. On joue une période de transition. On joue gros. Je ne suis pas sûr qu'on réussisse. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur moi et sur beaucoup d'autres pour faire en sorte que ce soit le cas. Et que la police républicaine ait encore de beaux jours devant elle. J'ai oublié de vous parler des LBD. Et je voudrais que vous demandez dans la lettre l'interdiction des LBD. Donc, on est assez d'accord là-dessus. Oui, c'est-à-dire que ça rentre dans le cadre de ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire à l'ensemble de la doctrine du maintien de l'ordre qui est employée. C'est une doctrine de guerre, c'est une doctrine militaire. Chacun a bien pu voir, puisqu'on a changé les munitions, à un moment donné, les munitions qu'on appelle les munitions universelles ont été changées en CST. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en tout cas, on a bien vu qu'il y avait des problèmes avec le LBD. Et le problème, il est simple aussi, hein, c'est que on a employé à des missions de maintien de l'ordre, on ne l'a pas dit, mais c'est bien de le rappeler, on a employé dans ces fameuses DAR, qui sont devenus des braves de l'allemand, on a employé des effectifs de la DESPAP qui ne sont pas habitués à ce genre de mission. Bon. DESPAT ? J'ai pas compris. DESPAP, c'est une direction, il y a deux directions à l'APP, la direction qui s'occupe de l'ordre public et la direction qui s'occupe de la sécurité publique. Bon, en fait, dans la DESPAP, vous avez par exemple les BAC. Bon. Eh bien, on a pris les BAC, on a créé des unités de 20 ou 30
collègues qui sont donc maintenant employés à des opérations de maintien de l'ordre au sein de ce que l'on appelait à l'époque les DAR, et qui maintenant sont devenus les Braves. La seule différence qu'il y a entre les uns et les autres, c'est que les Braves, ce sont des unités constituées de 60 à peu près effectifs, alors que les DAR, ce sont des unités qui étaient donc, il y avait à peu près 20-30 effectifs à l'intérieur. Donc il n'y a que la grosseur en nombre qui a été différente, mais ce qu'il faut retenir, c'est que par faute d'effectifs justement suffisants au sein du maintien de l'ordre, par faute de professionnels du maintien de l'ordre, eh bien, on a pris des jeunes policiers qui ne sont pas aguerris à ce genre de mission. Et ça provoque aussi des problèmes que l'on a évoqués avec le LBD. Mais ce qui est vrai pour le LBD, qui va disparaître, hein, tout de suite, puisqu'aujourd'hui, il y a des études qui démontrent que maintenant, on est sur un retour un peu au cougar. Alors, le cougar, vous savez, c'est le lance-grenade, si vous voulez, à plusieurs coups, qui serait beaucoup plus léger que le cougar. Bref, le but, c'est d'équiper donc très vite toutes les unités de maintien de l'ordre de cette arme. Ce qui prouve bien qu'il y avait quand même un problème avec le LBD. Avec les grenades GLI, c'est la même chose. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. Maintenant, on veut écouler les stocks. Là aussi, c'est un truc de fou. Donc, tant qu'on en a, il faut qu'on écoule les stocks. Et en 2021, on va les remplacer par d'autres grenades qui sont beaucoup moins dangereuses, qui sont des grenades GM2, etc. Ça prouve qu'on emploie du matériel de guerre, parce que c'est du matériel de guerre. Bon. On emploie du matériel de guerre en temps de paix. Que je sache, les manifs des Gilets jaunes, c'est quand même pas la bataille de Stalingrad. Bon. Donc, il faut absolument changer de doctrine. Et tant qu'on n'a pas changé de doctrine, tant qu'on n'a pas revu le maintien de l'ordre comme il devrait être opéré, et c'est certainement pas celui qui a été exposé par le préfet allemand au Sénat qui doit être de mise, eh bien, il faut interdire l'usage de LBD, comme il faut aussi interdire l'usage des grenades GLI. Voilà. Et il faut interdire le préfet allemand. Eh, écoutez, en tout cas, je ne sais pas s'il faut l'interdire, mais il serait temps, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, voilà, il a le choix, il a deux cases, la case Papon et la case Grimaud, à lui de voir. Bon, là, j'appuie vraiment sur stop et je vous remercie infiniment et je vous dis au revoir. Eh bien, moi aussi, Denis.